Et on attend que le feu passe, mais avec 3 roues, c'est sans doute mieux. C'est vrai qu'attendre un feu avec 3 roues au lieu de 2, bah, c'est la même chose. Ça change pas, c'est pareil. J'ai même arrêté le moteur, tellement c'est long. Oh, ça permet de se rendre compte que le tableau de bord est dégueulasse. Moins ça de prix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Il est taquin aujourd'hui, monsieur Rodolfo. Le monde de la moto n'a pas évolué qu'avec des normes, de la standardisation. Au contraire, il a véritablement avancé lorsque des concepts un peu étranges sont devenus de véritables révolutions. Et je sais pas si ce qu'on a devant nous aujourd'hui est une révolution, mais en tout cas, c'est un sacré concept et c'est avec grand plaisir que je vous présente la moto à 3 roues de chez Yamaha, la Niken. Et qui c'est qu'on va remercier aujourd'hui? Bah oui, bien évidemment, Espace Murit, ils sont là, ils font plaisir, ils prennent des machines. Vous connaissez la chanson, c'est la famille Yamaha, KTM, Kawasaki, Ducati et des accessoires aussi. Ouais, parce qu'ils en ont plein, hein, c'est vraiment cool. Allez les voir, ils ont des machines qui sont formidables, aussi bien à l'achat que pour vous régaler les yeux. Rien à perdre à aller à Châtillon, un de ces quatre. Rien à perdre non plus à s'abonner à la chaîne. Un commentaire, un pouce bleu. Tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Vous savez, le karma, c'est pas qu'une invention. Aussi, je vous le rappelle, il y a une nouvelle chaîne anglaise qui a été lancée il y a peu de temps. Et franchement, vous savez quoi? Si vous bitez pas un broc d'anglais, ramenez un correspondant, ça me suffira très très bien. Comme j'expliquais donc, il existe des choses très bizarres dans le monde de la moto. On peut parler par exemple de Mimota, avec un système de suspension véritablement unique en son genre, ou encore des tentatives de moto diesel au travers des âges. On peut même mentionner plus récemment la turbocompression avec la Kawasaki H2R et ses délicieux 326 chevaux. Et aujourd'hui, eh bien, Yamaha se joint à la fête avec ce véhicule qui laissera son empreinte dans l'histoire de la moto, la Yamaha Niken. Ce véhicule fait partie d'une gamme chez Niken appelée les LMW, Leaning Multi-Wheel, qui signifie un système assez unique avec un train avant à 2 roues. Oui, mais les MP3, ça a déjà 3 roues. Déjà, tu vas arrêter cette voix, mais genre tout de suite. Et ensuite, oui, effectivement, il existe déjà des véhicules à 3 roues, la Yamaha Niken n'est pas le premier. Mais des motos à 3 roues, ça, y en avait pas. Et sérieusement, le premier qui m'évoque les sidecars, je le jure, Bref, c'est en 2015 que Yamaha présente le concept MWT9 qui ne verra le jour que 3 ans plus tard sous la forme de la Yamaha Niken. Et en fait, le concept est assez simple. Tout d'abord, les motos, c'est cool. Je suis pas persuadé que le département marketing est phosphoré à mort sur cette conclusion-là, mais ensuite, la moto, ça peut aussi être instable. En effet, de par leur nature, une moto peut avoir tendance à perdre le train avant. Et la perte d'un train avant, ça peut aller de la grosse peur sur le côté de la route avec un changement de caleçon souvent nécessaire, à la chute pure et simple. C'est là que la Niken vient faire sa maline, parce qu'avec ses 2 roues à l'avant, ça changerait absolument tout. Le tout est animé par le moteur CP3 de la Yamaha MT-09, connu pour son exubérance, sa rage, sa folie. Est-ce que tout ça marche? Vous savez, moi je suis quelqu'un de sceptique et je ne crois que ce que je vois et surtout ce que je conduis, donc je m'en vais essayer ça pour vous, histoire de vous faire une petite idée. Et allez, on est parti pour un petit tour statique de cette Yamaha Niken Zebadi. Bon, c'est spécial quand même, hein, je vous le cache pas. Bon, après, je vais pas dire que c'est une moto qui est moche, parce que il y a quelque chose. Il y a un truc très Michael Bay-esque là-dedans, je sais pas si ce mot existe, mais c'est très Transformers, ça fait vraiment penser à un truc un peu agressif. Par contre, il y a des soucis de finition et ça, on va effectivement en parler. Avant de se parler, bien évidemment, de la fourche qui est vraiment le système unique de cette machine, on va d'abord parler un petit peu du moteur, donc le Yamaha CP3 de la MT-09, hein, que vous connaissez très probablement déjà. Alors, la particularité de ce moteur ici, c'est que c'est la version 2014, donc il n'a pas été mis à jour. En 2020 ou en 2021, le CP3 de la MT-09 avait été
était passé à quelque chose comme 119 chevaux et il avait gagné 50 cm3. Et là, c'est l'ancienne version. Bon, alors ça fait toujours presque 9 mètres kg de couple et 115 chevaux, donc ça marche plutôt bien. On est quand même sur une bécane qui est un petit peu plus lourde. On va sauter comme ça habilement sur eh bien, le châssis, qui est un châssis là pour le coup tout à fait nouveau. Il y a une partie type diamant avec du treillis tubulaire, hein, vous le voyez juste ici. Et en fait donc cette machine elle est quand même sensiblement plus lourde qu'une MT-09, hein. Elle fait 263 kg, soit quasiment 70-80 kg de plus que le Roadster. Mais bon, ça va aussi avec la fourche, hein. Ça on peut pas faire autrement. Hauteur de selle, on est à 820 mm. Alors par contre la selle elle est ultra large. Donc je vous dis 820 mm, moi je trouve pas que ce soit le truc le plus haut qui soit. Mais pourtant la selle là étant tellement large, ça va véritablement jouer. Et j'ai une personne qui est montée dessus qui fait 1m84-85 qui ne posait pas les deux pieds au sol. Moi c'est le cas, enfin les deux pieds complètement à plat. Moi c'est le cas, mais c'est quand même assez haut. Réservoir, on est à 18 litres, donc sur la consommation qui est environ à 6 litres 5, 6 litres 7, on va taper 200-250 km avant la réserve, ce qui est bon, plutôt correct. Il y a des choses que j'aime bien par exemple ce support de plaque déporté d'origine qui est très joli et qui marche très bien, ça il n'y a pas de souci. Et puis il y a des choses sur lesquelles je suis quand même sensiblement moins fan. Je trouve que ici ces plastiques sont pas forcément du plus bel effet, ils sont un petit peu cheap. Il y a un élément là, je pensais que c'était une pièce qui manquait, mais regardez ici au niveau de la clé, ça là, ça je trouve ça vraiment pas beau du tout. Donc sur un véhicule qui est quand même chiffré à 14-15 000 euros, ça fait très cher. Et puis il y a un autre truc dont je vais vous parler après. Juste, une fois qu'on aura parlé de ce système, le LWM, qui est donc un système de double fourche sur cette moto. C'est vraiment l'attrait principal de la Nikon et ce qui en fait toute la différence. C'est un véhicule un peu unique au monde, si on fait exception des Tricity, mais c'est des scooters. Donc là, le principe, c'est qu'on a deux roues. Chaque roue est reliée à une fourche dédiée, hein, donc on a 4 tubes de fourche. Et ici, chacun d'entre eux va travailler de façon indépendante. Chaque roue est reliée à un étrier de frein, donc 4 pistons, c'est du radial. Donc ça marche, vous allez voir à peu près correctement, hein, le freinage. Mais ce système est censé donner une stabilité incroyable à la machine, plus de sécurité. Ça, on le verra dans la partie dynamique si c'est le cas. Personnellement, je suis encore un peu dubitatif, mais qui sait, peut-être que l'essai va me donner tort. Là où je suis par contre pas très content, c'est regarder ça. Je trouve que la façon comme ça a été fait, mais Yamaha, non, en fait. Non, tout est apparent. Enfin, il y avait peut-être moyen de le cacher, ce truc-là. Regardez tous ces éléments-là en métal qu'on voit. On dirait un concept, le truc. On dirait que la moto, elle n'est pas finie. Et qu'en fait, Yamaha, ils se sont dit, on va sortir la Niken comme ça. Et puis si les gens ils aiment bien, on en fera une version terminée. Donc je trouve ça vraiment un peu dommage en termes de finition. Je suis pas vraiment convaincu par l'exercice. Allez, on va se faire un petit tour du côté du tableau de bord. Et encore une fois, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas fan du tout, hein. On en parlera dans la partie dynamique. Mais bon, c'est un tableau de bord LCD, on est en 2022. Je trouve que ce genre de technologie, on pourrait quand même faire évoluer un peu la machine. Alors certes, peut-être que la Nikon c'est pas très bien vendu, peut-être que du coup c'est un petit peu embêtant pour eux de refaire des dépenses là-dessus, mais ça me donne pas envie, hein. Ça, moi j'achète pas. Alors on a des infos, on a le rapport engagé, la vitesse, la jauge à essence qui est bien représentée, plusieurs informations qu'on peut faire défiler ici, hein, avec la conso moyenne, la température, l'odo, tout ça. Bon voilà, c'est relativement clair, mais c'est peu lisible, hein. Déjà s'il y a du soleil, vous voyez, vous arrivez à peine à distinguer ce qu'il y a écrit dessus. Et en plus de ça, au niveau finition, c'est très plastique. Là, il y a 2 boutons. Regardez, le contrôle de traction est réglable sur le tableau de bord. C'est-à-dire que c'est même pas ici qu'on va pouvoir régler le contrôle de traction, il faut appuyer là. Bon, je suis un peu dubitatif, hein, concernant la machine. En termes de technologie, bon, il y en a quand même un petit peu. On a un régulateur de vitesse, un contrôle de traction, un ABS. Il y a quand même quelques petites choses, hein, sur cette machine, mais encore une fois, en 2022, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus complet. Et c'est surtout qu'en fait, c'est ce qu'il n'y a pas de plus complet par rapport au prix de la machine qui est quand même assez élevé, quoi. Allez, on va faire un petit coup de démarrage moteur, voir ce que ça donne. Bon, petit 3 cylindres. On a cette petite sonorité, hein, de la MT-09 si on tourne un petit peu la poignée. Bon, ça c'est sympa. Vous verrez, elle fait des petits retours à l'échappement, donc à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Voyons un petit peu maintenant ce que ça donne sur la partie route ouverte. Peut-être que le tableau sera un petit peu rehaussé par les prestations dynamiques de la machine. À tout de suite.
Et allez, on est lancé sur l'essai dynamique de cette Yamaha Nikon Portiville. D'abord, bien évidemment, on va se parler des aspects pratiques. On va commencer un peu, écoutez, avec la position de conduite. Donc, elle est vraiment très naturelle. C'est droit. Ça fait plus penser à un trail d'ailleurs qu'à un roadster. On est un petit peu plus à l'aise au niveau de la petite colonne vertébrale comme ça. Pas d'appui sur les poignets, c'est vraiment très très tranquille à ce niveau-là. Pareil au niveau des jambes, elles sont relevées mais pas exagérément, ça reste tout à fait tolérable. Du coup, bon, ça se passe bien, on est vraiment à l'aise, on est vraiment tranquille sur la machine, assez surprenamment puisque c'est vraiment un véhicule qui est assez différent, assez surprenant, mais tout va bien du côté de la position de conduite. Sur le point de vue de la maniabilité, il y a vraiment à boire et à manger avec cette bécane. On va parler d'abord dans un premier temps sur cette partie ville de certaines choses positives, mais sur la partie route, j'aurai quelques petites critiques à faire, on va dire. Bon, en ce qui concerne la maniabilité globale, ça reste quand même une machine qui fait oublier son poids de 163 kg et pourtant vraiment, je vous assure, on les sent pas du tout, ça se manie plutôt bien. Donc en ville, ça ira, c'est un centre de gravité qui est bien travaillé, le train avant étant maniable. Ça permet vraiment d'emmener la machine comme on veut. Là où ça va être un petit peu plus embêtant, on va dire, c'est au niveau de l'interfile, puisque ce machin est un tank. Et donc, il ne va pas falloir vous attendre à... Salut à toi, ami motard, abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Il ne va pas falloir vous attendre, comme je vous disais, à vous mouvoir avec autant de facilité entre les bagnoles qu'avec une MT-07, forcément. Ce soleil dans la tronche est un peu dérangeant, mais je vous avoue, ça fait tellement de temps qu'on l'a pas vu que je vais pas me plaindre là tout de suite. J'ai pas envie de me retrouver avec une averse sur la gueule. Donc, comme on disait, maniabilité qui est plutôt correcte si on enlève bien évidemment l'interfile, c'est vraiment ça qui va gréver la machine. En ce qui concerne la rétrovisibilité, très très bonne, ce sont des rétroviseurs un peu de Sportivo GT ou de sportive, donc on voit très très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Étonnamment, ils sont placés très très loin, on a l'impression qu'ils sont à 500 km devant nous, alors que en réalité c'est pas tant que ça. Et en fait, effectivement, au niveau de la largeur, ils sont aussi larges que les guidons. D'ailleurs, on voit les guidons dans les rétroviseurs, donc ça permet de se dire que si les guidons passent, les rétros passent aussi entre les voitures. Donc ça vibre pas, c'est bien là-dessus, aucun sujet. Concernant la lisibilité, bon, le tableau de bord, je suis désolé, mais c'est non. Je suis désolé, là je vais pousser une gueulante. Yamaha, on est en 2021, alors oui je sais, la Nikon n'a pas évolué depuis sa sortie en 2018, c'est toujours la même chose, mais un tableau de bord LCD sur une moto à 15 000 € en 2021, d'ailleurs j'ai dit 2021, non, on est en 2022, bonne année à tous, On est en 2022, et vraiment pour le coup, non, je suis désolé, un petit tableau TFT, un peu sympa, un peu truc, autant sur la MT-09, j'avais rien dit, mais la MT-09 c'est un véhicule qui est placé en termes de tarifs, cette moto c'est une MT-09 avec juste une suspension retravaillée, ok d'accord, nouvelle, innovante, tout ce que vous voulez, mais ça coûte quand même presque le double du prix, 15 000 balles, et là on a un écran qui, je trouve, alors effectivement, les informations sont plutôt bien trouvables, c'est bien agencé, mais déjà c'est pas lisible pour un sou, parce que dès qu'il y a un peu de soleil, ça va être vraiment la galère, et en plus de ça, non, ça fait vieux comme technologie, donc à la limite, vous voulez pas faire évoluer le CP3 en mettant le nouveau modèle, etc., aucun souci, mais au moins faites évoluer le tableau de bord pour mettre un écran TFT qui donnera envie d'acheter ce genre de véhicule. Pareil, en ce qui concerne les commodos, moi j'ai du mal avec les commodos Yamaha, je trouve que les boutons sont pas bien lisibles, ils ont une forme bizarre et ils s'intègrent trop dans la forme des commodos, et du coup en fait j'ai du mal à m'en servir. Alors bon, ça on s'habitue vite, il n'y a pas de problème, je pense qu'avec un petit peu d'habitude vous allez tout à fait prendre vos repères, et du coup on va avoir ici quelques petits boutons, donc feu de croisement, feu de route ici, le régulateur de vitesse qui peut être réglé directement à ce niveau là, et ici les informations que vous allez pouvoir faire défiler, trip 1, trip 2, la conso, l'average, ce genre de petites choses. Donc ça c'est de ce côté là. Côté droit, il y a le démarreur, le bouton pour changer les modes de conduite et directement les warnings. Poste de conduite qui reste quand même relativement simple, mais ce commodo là, ces boutons, moi je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Après peut-être que c'est parce que j'essaye des motos toutes les semaines et que du coup en fait je vois un peu les divers environnements. Si on reste que là-dessus et qu'on s'y habitue, à mon avis le taf doit être fait sans trop de problèmes. Un petit point rapide concernant les leviers d'embrayage, de frein, c'est du japonais, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Par contre, et ça j'y reviendrai après, le shifter est une horreur sur cette moto. Déjà il est que en montée et pas en descente, et en plus il faut le maltraiter, mais d'une violence
pour pouvoir s'en servir. Encore une fois, hein, c'est peut-être parce que je suis habitué à celui de ma Super Duke qui passe relativement aisément et sans trop forcer. Mais putain, à chaque fois, il fallait que je le maltraite et il passait une fois sur deux. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. J'ai dû faire demi-tour, je me suis planté de chemin, c'est pas grave. Continuons notre petite discussion. Donc concernant la chauffe moteur, bon, c'est le CP9, il chauffe un petit peu. Le CP3, pas le CP9, la MT-09 et le CP3. Il chauffe un petit peu, mais ça va. Je trouve que ça fait partie de ces moteurs 3 cylindres qui sont pas non plus si désagréables que ça à l'usage. C'est très mignon ça, très joli ces petites zones là. Donc bon, le moteur à mon avis va pas trop vous déranger si vous faites peut-être beaucoup de villes en été par des températures totalement estivales. Oui, effectivement, il se peut que ce soit un petit peu gênant, mais encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment le point sur lequel je vais me focaliser sur la Nikon. Concernant le passager, alors là, vrai bon point, selle ultra moelleuse, confortable, passager qui est à l'aise, tout va très bien là-dessus. Vous pouvez emmener quelqu'un avec vous. Là, il y a une grande bulle. Bon, c'est pas la bulle d'origine, hein, c'est Espace Murite qui l'a installée. On les remercie encore une fois hein, pour le prêt de cette OVNI. Mais bon, voilà, la bulle, ça va marcher. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça protège relativement bien. Alors, encore une fois, je vous en parlerai dans la partie route ouverte, mais c'est vrai que moi, avec mes 1m89, j'ai un peu le vent au niveau du crâne. Mais je pense que pour protéger un passager et rouler à deux, ça marchera très bien. Il n'y a pas de souci. Et finalement, concernant la consommation, j'étais tout à l'heure dessus. Elle m'indiquait une conso voilà, de 6,8 litres au 100. Donc, moteur de 900 cm3, 3 cylindres. Bon, ça me choque pas, vu le poids en plus de 163 kg, il doit probablement forcer un petit peu pour pouvoir emmener un petit peu plus la machine. Donc, ça me semble raisonnable. À mon avis, il doit même être un petit peu au-dessus de ce qu'il consomme réellement, parce que je pense que sur les essais, les gens ont dû pas mal se servir de la moto directement en ville et pas peut-être sur de la route. Bon. Ma Super Duke sort quand même 6,7 litres, alors que c'est un moteur de 1300 cm3 et qui fait 180 chevaux. Mais elle pèse aussi 60-70 kg de moins, donc... Enfin bref, du coup, que vous dire sur la partie ville de la Yamaha Nikon? Ça se manie bien, c'est pas non plus une enclume, elle est relativement facile à déplacer, elle est très large, donc attention à l'interfile, ça par contre, faut vraiment faire attention. Position de conduite, bien. Passager, bien. Chauffe moteur, bien. Consommation d'essence, très bien. Lisibilité du tableau de bord, c'est non, je suis désolé, là pour le coup moi je suis pas du tout convaincu. Et les commodos, bon voilà. Est-ce que globalement ça marche bien pour la ville? Oui, ça marche sans problème. Et maintenant ce qu'on va voir, c'est effectivement ce que ce moteur et surtout cette suspension révolutionnaire va nous donner sur la partie route. Ah si, juste avant qu'on se quitte, j'avais juste un truc à vous rajouter parce que ça me semblait important. Un truc qu'on fait souvent quand on roule à moto et qu'on arrive par exemple sur un dodan ou sur un endroit qu'on peut un petit peu esquiver en se mettant à gauche ou à droite. Vous savez, il y a des fois des petits dénivelés sur lesquels si on se met au milieu on passe avec notre roue de moto, et avec ce truc là c'est pas possible parce qu'il y a deux roues, donc faut faire attention parce que du coup on mange quand même le dénivelé, ce qui est pas forcément très grave, mais je pense que c'était important de le dire. Bon allez, on retourne sur la partie route. Allez, on est parti sur le côté route de l'essai dynamique de la Yamaha Nikon. On va voir un petit peu ce qu'a ce moteur dans le bide. Alors après, on le connaît, c'est le CP3 de la MT-09, mais dans un châssis différent et surtout dans un poids qui est largement plus élevé. Est-ce qu'il est toujours capable de faire des merveilles? On va voir ça tout de suite. Allez, donc là on est en mode 1, c'est le mode le plus énervé avec le contrôle de traction au niveau le moins intrusif. On va voir tout de suite ce que ça donne. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Ça reste sympathique. Ça reste sympathique. La sonorité du 3 cylindres, là, elle est loin d'être déplaisante. Oh, ça repart bien. Je fais quand même un peu attention au poids parce que j'ai l'habitude du 3 cylindres de la MT-09. Et niveau maniement, écoutez, vous savez quoi, moi je vais vous dire un truc concernant ce train. Il est un peu spécial parce que effectivement, ça met en confiance. Je dis pas le contraire. On sent beaucoup moins les aspérités, on va dire, de la route. Donc ça permet vraiment de gommer une partie des imperfections et du coup d'être assez en confiant quand on rentre en virage ou quand vraiment la situation pourrait se dégrader. Mais d'un autre côté, moi j'ai lu plein de magazines qui disaient que oui, ce train avant, il était fou parce qu'en fait, il effaçait totalement à la fois les aspérités et il donnait un sentiment très naturel. Et moi je suis pas d'accord. Je trouve que justement, le feeling de ce train est loin d'être naturel. J'ai l'impression de sentir à chaque fois que je prends un peu trop d'angle, la roue glisser. Et je sens les fourches se croiser littéralement, je sens vraiment que les fourches en fait elles travaillent sur la Nikon et qu'il y a un espèce de croisement qui s'opère. Alors peut-être que c'est une question d'habitude et qu'au bout d'un moment on s'y fait. Bon, par contre ça pousse bien. Faire attention, il y a des radars à chevreuse donc roulez quand même calmement.
juste assez pour profiter un peu, quoi. Mais ouais, le train avant, alors, il est agile, hein, ça, je vais quand même pas remettre en question cet état de fait, parce que c'est le cas. Le train avant est vraiment agile, on peut se placer, il n'y a pas de problème, mais pas nécessairement plus qu'une autre moto en fait, pas plus qu'une MT-09. La MT-09 elle est un peu chewing-gum, elle peut un peu se désunir, ce qui est corrigé en partie par ce train-là, mais là vous voyez quand je prends un certain angle, et ben je sens la roue qui... C'est comme si je sentais la roue extérieure qui se décollait, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est très très perturbant et ça, moi ça me met pas du tout en confiance, au contraire en fait, ça me fait un peu peur. Bon après le moteur est nerveux, il est rageur, ça il n'y a aucun souci. Les freins, j'ai déjà eu l'occasion de les tester tout à l'heure, mais normalement c'est ça, c'est la catastrophe. Les freins sont une purge, c'est une catastrophe. Les freins en fait freinent à peu près correctement, mais il y a une course gigantesque, il faut vraiment aller les chercher et vraiment ça manque de mordant, ça manque vraiment de mordant pour une machine moderne comme ça, 2022, je trouve que ça manque vraiment d'un côté un petit peu plus efficace et attaquant, grippant, mordant sur les freins. C'est pas du tout à la hauteur d'un véhicule qui pèse surtout 260 kg. Vous savez quoi? J'ai l'impression d'avoir exactement le même phénomène que sur l'Hayabusa de 2008, hein, pas les nouveaux modèles, qui du coup en fait manquait vraiment de freins et où ça a été corrigé cette année avec le modèle 2021 qui est équipé de freins Stylema. Et ben c'est exactement ça qui manque à cette Nikon. Donc moteur qui marche bien, ça y a pas de souci, un freinage qui est quand même très compliqué et une fourche, un train avant qui est pour moi, je suis pas convaincu, hein, vraiment je vous assure, c'est pas faute de vouloir, hein, mais il y a quelque chose là-dedans qui me dérange un peu. Donc bon, est-ce que la Yamaha Nikon, je vais m'en souvenir très probablement, mais je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons. On va parler de tout ça à la conclusion de l'essai, juste maintenant. Et ben comme quoi finalement, sortir de ses préjugés et ne pas rester sur ses préconçus, ça fait beaucoup de pré. C'est quand même une bonne chose. Je ne croyais pas une seule seconde à ce machin-là, mais il est vrai que la Yamaha Nikon propose quelque chose de véritablement différent. Tellement différent qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de point de concurrence. Bah oui, il n'y en a pas. Et je vais pas me lancer dans des comparaisons avec des pièces du MP3 parce que là, je vais vraiment m'attirer les foudres de tout le monde. Donc, je profiterai de cette petite partie pour mentionner un petit peu, ces choses un peu bizarres et atypiques dans le monde merveilleux et nébuleux de la moto. En premier, on va parler bien évidemment de Bimota. Bimota, c'est une petite marque italienne qui a tendance à faire des espèces d'œuvres d'art mécaniques. Non, sérieusement, il n'y a rien à acheter, chaque pièce vaut le prix de la Nikon. Et ils font également beaucoup d'innovations. Si vous prenez par exemple la Bimota Tesi H2, c'est une machine dont la suspension avant est composée d'un bras oscillant et d'un moyeu directeur pour la direction. Le tout alimenté avec le moteur de la H2 qui sort de 131 chevaux et un prix dont je ne parlerai pas pour maintenir la décence de cet épisode à son maximum. Ensuite, il y a les motos au diesel. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a encore aujourd'hui. Prenons par exemple la Summer Diesel, dont les pièces viennent en très grande partie de chez Royal Enfield. Ou encore la gigantesque Neander Turbo, 95 000 € pour un custom au diesel, faut être motivé là, hein. Et finalement, vous prendrez bien une petite Superbike diesel, non? La Twin Star Thunderstar 1200 TDI. Rien que le nom déjà, il faut être sacrément motivé. Mais malgré ses airs de concept, elle sort quand même 120 chevaux et 230 km/h de vitesse de pointe. Alors oui, je sais, Superbike, 120 chevaux, 230 km/h, c'est un concept diesel, vos gueules. Finalement, je terminerai par quelque chose qui n'est pas tant une bizarrerie qu'une technologie qui a été abandonnée, le moteur à 2 temps. Pour des raisons de fiabilité et de pollution, ce dernier a laissé sa place au moteur 4 temps, mais certains foufous, on va dire, essayent quand même de faire quelque chose avec cette architecture. Et ce truc-là, la Sutter MMX 500, est apparu de nulle part. Si on regardait un peu les chiffres. 500 cm3 de cylindrée, très bien. 127 kg, c'est très léger, mais très bien. 195 chevaux, c'est très... 180 quoi? Oui, vous n'avez pas eu une crise cardiaque ou quoi que ce soit d'autre, ces chiffres sont réels. La Sutter MMX 500 ne dépasse juste pas le ratio cheval-kilo, elle le vaporise d'une façon que très peu de véhicules ont été capables de faire dans toute l'histoire. En fait, ce ratio est même meilleur que celui de la H2R. Vous savez, la bécane de Kawasaki qui sort 326 chevaux, mais qui du coup est bien plus lourde. Cela nous laisse quand même rêveurs au potentiel du moteur de temps si ce dernier avait pu contourner les problèmes qui
l'ont un peu accablé. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet essai, et force est de constater que cette machine est véritablement unique en son genre. Je suis vraiment déçu et un peu triste de pas avoir convaincu par elle, mais en dehors du concept, il y a vraiment trop de problèmes de finition sur cette moto qui m'empêcheraient de pouvoir l'apprécier, et au-delà de ça, effectivement, ce fameux train avant ne m'a pas apporté la confiance que la marque vante à ce point-là. Cela dit, on peut véritablement louer et remercier Yamaha pour être sorti de leur zone de confort et d'avoir proposé quelque chose de véritablement unique, car il n'y a que comme ça que l'industrie peut avancer. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, en tout cas si le contenu vous plaît bien entendu, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne anglaise pour aller voir les petits copains, et puis me voir un peu galérer avec mon accent, c'est délicieux. Beaucoup de bonnes choses arrivent, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos bécanes, ciao.